tout ce dont je vais vous parler, c'est des choses que j'expérimente, c'est-à-dire que moi, je conçois et puis j'anime des ateliers auprès de publics divers et variés régulièrement. J'expérimente beaucoup, mais depuis longtemps. C'est vrai que le festival Pocket Film, festival consacré à la création de films avec téléphone portable, je l'avais fondé avec le Forum des images à Paris il y a 11 ans. En 2005, l'année où les caméras sont apparues dans les téléphones portables. Donc je crois que, d'ailleurs, pour vous faire juste un tout petit peu un point là-dessus, au départ, il y a donc 10 ans, 11 ans, il y a diverses raisons économiques qui font que les opérateurs de téléphonie mobile décident de mettre des caméras dans les téléphones. Vous savez pourquoi ils faisaient ça? C'était pour nous vendre la visiophonie, en fait. Hein. Le nouveau réseau à haut débit qu'on appelait le réseau 3G, maintenant il y a le 4G, maintenant le 5G, permettait de vendre un nouveau service qui s'appelait la visiophonie. Et c'est pourquoi il y a eu des caméras dans les téléphones. Je veux dire, c'est pas juste une lubie, hein, c'est pour vendre un nouveau service. On sait que lorsque les débits numériques augmentent, eh bien, de nouveaux services peuvent apparaître. Par exemple, les réseaux sociaux, ça n'existerait pas s'il n'y avait pas le haut débit de l'Internet. Hein, rappelez-vous, quand on se connectait à Internet avec notre modem et que ça bloquait notre ligne téléphonique et qu'on payait à la minute, on ne serait pas resté des heures sur Facebook, vous voyez. Du coup, voilà. Alors, au départ, ça pouvait sembler anecdotique. C'est-à-dire, on peut dire, oui, bon, bah, il y a des caméras dans les téléphones, ok, mais moi, mon téléphone, je m'en sers pour téléphoner, donc je m'en fiche, c'est un truc, une fonction technique. Sauf que, moi, à l'époque, je disais, oui, mais ok, mais dans la mesure où c'est le haut débit forcément se répand, qu'un téléphone portable à haut débit, il était obligatoirement doté d'une caméra, moi je disais, ben, dans une dizaine d'années, en fait, tout le monde aura une caméra dans son téléphone. Ça veut dire que tout le monde aura, même si on ne l'a pas décidé, une caméra sur soi en permanence. Et ça n'existait pas avant. Je veux dire, on n'avait pas une caméra sur soi en permanence. Et d'ailleurs, qui parmi vous n'a pas de caméra dans son téléphone portable? Ok, vous êtes 3. Ben bravo, hein, vous êtes, voilà, bravo pour votre résistance. Donc, voilà, on peut dire, demain, on peut dire, mais moi je m'en fiche, je m'en sers pas de ma caméra. Ok, sauf que ce qui se passe dans la fonction sociale de l'image, avec ces caméras partout, c'est un rapport... alors déjà, le téléphone portable, si vous voulez, il a changé en lui-même, hein, sans la question d'image, il a changé notre rapport au temps, à l'espace privé. Je veux dire, ça a vraiment bouleversé beaucoup de choses dans les relations humaines, hein, l'existence du téléphone portable, on ne prend plus un rendez-vous de la même manière, etc. Et puis, le fait qu'il puisse être un outil d'image, bah là, ça a complètement bouleversé le rapport à l'information, d'une part, c'est-à-dire qu'on le voit bien, hein, l'information, on va dire, chaude, entre guillemets, elle n'est plus faite par des journalistes, elle est faite par les gens qui sont là dans la situation, et on le voit, il y a beaucoup d'exemples, et notamment un film en ce moment assez intéressant là-dessus qui s'appelle Eau argentée, qui n'est fait qu'à partir d'images tournées avec téléphone portable par des personnes en Syrie. Cette caméra partout, tout le temps, fait qu'aujourd'hui, il y a des images qui existent qui ne pouvaient pas exister avant. Je veux dire, avant, pour faire une image, il fallait que je décide, pour être en capacité de faire une image, que je décide le matin de prendre mon appareil photo ou ma caméra. Donc c'est que j'avais un projet, finalement. Donc aujourd'hui, l'image arrive sans projet. Il se passe quelque chose, il y a un joli coucher de soleil, à la limite, je le filme ou je le prends en photo et puis je l'envoie à mes contacts. Avant, je l'avais dans ma mémoire, quoi. Et puis, dans les pratiques des jeunes, parce que c'est quand même un petit peu notre cible, si j'ose dire, l'image a une fonction assez différente. Je ne sais pas si vous connaissez une application qui s'appelle Snapchat, par exemple. Il y en a qui ne connaissent pas. Bon, alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, voilà, précisément. C'est une application qu'il faut avoir dans son téléphone mutuellement pour que ça fonctionne. Et je vais filmer quelque chose ou prendre une photo, envoyer ça à mon interlocuteur ou à un groupe d'interlocuteurs,
Et l'image va rester 5 secondes ou 10 secondes, et va, si c'est une photo, va disparaître irrémédiablement. Et la vidéo aussi va être vue une fois et va disparaître. Donc ça, nous, dans notre culture, a priori, où l'image, c'est la mémoire, eh bien là, on a une image qui n'est plus mémoire du tout. Et ça, c'est complètement nouveau dans la fonction de l'image. Je crois que le statut de l'image, et notamment de l'image animée, avant, bien finalement, j'élaborais, je pensais peut-être à un film que j'allais faire, j'écrivais un scénario, ou même si j'écrivais pas de scénario, le matin, je prenais ma caméra parce que le soir, il y avait le spectacle de fin d'année des enfants, donc j'élaborais déjà dans mon esprit une forme de scénario d'une certaine manière, en tout cas un projet. Et finalement, l'image, les films, c'était une sorte de métalangage d'une certaine manière. J'avais des mots comme ça, préalables, des mots qui faisaient que j'élaborais quelque chose, et puis j'allais, bien sûr, il y a un langage des images, mais qui est, on va dire, qui était toujours préparé par des mots. Et puis, voilà, pour leur fabrication. Aujourd'hui, lorsque je filme quelque chose et que je l'envoie directement à mon interlocuteur, eh bien souvent, il n'y a plus de mots. C'est-à-dire qu'il y a la production d'une image et puis son envoi à l'interlocuteur. C'est-à-dire c'est vraiment un pur acte de langage. C'est comme élaborer une phrase et puis l'adresser à un interlocuteur. Donc je crois que produire et transmettre des images aujourd'hui peut être, ça n'est pas que ça bien sûr, mais peut être et est souvent une sorte d'oralité, d'une certaine manière, une sorte d'acte de langage, comme ça, de choses qui s'échangent. Et ça, c'est des pratiques qui, a priori, nous sont assez étrangères à nous, qui n'avons pas grandi avec tout ça. Juste un petit point sur les pratiques des jeunes avec les téléphones portables, qui peuvent sembler assez frénétiques. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi toute la journée à envoyer des trucs, etc. On a une sensation bizarre par rapport à ça. Alors, c'est pas obligé d'être jeune, d'ailleurs, il y a des gens qui sont moins jeunes et qui sont rentrés très fort dans ces pratiques aussi. Mais il y a un petit peu de notre part, enfin en tout cas de la mienne, au départ une incompréhension, un jugement même. Et peut-être même de se dire, non mais c'est un peu n'importe quoi là, ce qui se passe. Moi je vais leur dire ce que c'est vraiment, quoi. Une image, la valeur, un film, le langage, etc. Tout ça va trop vite. Il y a d'ailleurs énormément d'images, parce que tous ces échanges-là passent par des plateformes qui sont des sociétés multinationales américaines ultra-capitalistes, comme YouTube par exemple, Google, etc. Et si on prend YouTube, donc ce site principal de vidéos communautaires, en termes quantitatifs, je ne sais pas si vous savez, mais chaque minute qui passe, il y a 300 heures de vidéos supplémentaires qui sont postées sur la plateforme. Donc ça fait beaucoup d'heures de vidéos supplémentaires à la fin de chaque journée. C'est absolument gigantesque, en fait. On ne pourra jamais voir toutes ces images, évidemment. Mais à quoi ça sert, en fait, tout ça? Dans le champ de l'image, il y a les amateurs et les professionnels. Il y a toujours eu ça. Alors, qu'est-ce qui différencie un amateur d'un professionnel? Ce qui différencie principalement, c'est que les films professionnels, on va payer pour, on a envie de les voir, on va payer notre place au cinéma, on va payer notre redevance télé ou regarder des publicités sur les chaînes privées pour pouvoir voir les films. C'est un financement comme ça. Enfin bref, comme on dit, les contenus, c'est pas un beau mot, mais enfin, les contenus professionnels ont une valeur en eux-mêmes qui fait que voilà, on va payer pour, symboliquement. Par contre, les contenus amateurs, si je filme ma famille, mes amis, ça intéresse une petite communauté, c'est totalement contextualisé, si vous voulez, ça va pas intéresser le monde entier, de toute façon, il y en a tellement qui sont faites. Du coup, c'est quoi l'économie de la production amateur? Finalement, c'est une économie de la vente de caméras. Alors c'est pour ça qu'il y a tout le temps des nouvelles caméras, si vous voulez. C'est pas, en fait, en gros, c'est toujours la même chose, si vous voulez, 2K, 4K, enfin tout ça, c'est un peu c'est avant tout des
des arguments marketing, en fait. Ah ben, il y a une nouvelle caméra tous les ans, ah ben, faut l'acheter, etc. Donc il y a vraiment une économie du matériel, des pellicules, et puis après des cassettes vidéo, des cartes mémoire, etc. Mais il n'y a pas d'économie des contenus. Les contenus, les films amateurs, ils n'ont pas de valeur en eux-mêmes, comme les films professionnels peuvent en avoir. Il y a un système de hiérarchie, finalement, entre les professionnels qui savent faire, avec toute une filière de formation et tout ça. Je connais bien. Cette semaine, j'anime un workshop à la FEMIS. Là, je les ai laissés ce matin, mais je les retrouve cet après-midi. Donc voilà, il y a toute une formation professionnelle. Et du coup, il y a un système de hiérarchie, c'est-à-dire que les amateurs, ils savent moins bien faire que les professionnels. Dans les années 80, il y a un sémiologue vraiment chouette, si vous avez l'occasion de lire, qui s'appelle Roger Audin, qui a dit, mais en fait, il faut arrêter avec ce système de hiérarchie. Les amateurs ne sont pas moins bons que les professionnels. C'est pas ça la question. La question, c'est que les films n'ont pas la même fonction, tout simplement. C'est-à-dire que les films professionnels, c'est des objets de divertissement, d'information, de propagande, au sens large du terme. Il y a beaucoup de films quand même de propagande aujourd'hui. La plupart de la production américaine, c'est quand même de la propagande. Alors c'est pas aussi explicite quand il y avait l'URSS, où vraiment les cinéastes devaient faire de la propagande, c'était dit, revendiqué. Là, on le dit pas, même si c'est un petit peu la même chose. Enfin bref, les films professionnels, ils ont une fonction comme ça, alors que les films amateurs, ils servent à quelque chose. C'est hyper important d'avoir des images de ses parents, de nous-mêmes quand on était petits, des images animées ou même des photos, je veux dire des photos de mariage. Avant ça, il y avait la peinture, hein, avant la photographie, on faisait des portraits des gens. C'est-à-dire qu'en fait, le cinéma amateur, il a une fonction identitaire, en fait. Il construit notre identité, il participe à construire notre identité, et c'est très important. On a besoin de ces images-là. Donc, simplement, voilà, il y a une hiérarchie à faire entre les deux. Ça ne sert pas à la même chose, tout simplement. Et rappelez-vous votre père. Vous vous rappelez de votre père, ce qu'il faisait avec sa caméra? C'est sûr que les pellicules coûtaient plus cher, donc il ne pouvait pas filmer tout le temps, etc. Mais enfin, il était quand même particulièrement frénétique aussi, avec sa caméra ou son appareil photo, et ça pouvait être un petit peu chiant aussi. C'est d'ailleurs assez marrant, chiant les tournages, mais aussi les projections. Hein. Rappelez-vous certains dimanches après-midi, jusqu'à la soirée même éventuellement, hein, parfois. Si vous voulez, c'est assez marrant quand on regarde ces films-là, on voit toute la famille, sauf le père. C'est très rare qu'on voit le père sur le cinéma. Après, à partir des années 90, à l'arrivée des caméscopes, ça s'est féminisé un petit peu la prise de vue. Enfin, c'est venu tard. L'espèce de pulsion scopique comme ça, de filmer, de représenter, etc., elle était présente. Mais vu la rareté des objets, le coût, etc., évidemment, ils ne pouvaient pas filmer toute la journée. Mais ce que font aujourd'hui les adolescents avec leur téléphone portable, en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est identitaire, c'est se représenter, partager ses images, etc. Et il s'agit d'une démarche tout à fait identitaire. C'est une façon d'exister, d'une certaine manière, en tout cas de signifier son existence à soi-même et à l'autre. Et si vous voulez, en plus, il y a les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose, et on le sait tous, mais je refais un tout petit point là-dessus. La communauté, avant, elle était géographique, c'est-à-dire que j'étais dans le maintenant était lié à l'ici, c'est-à-dire que j'étais ici, maintenant, avec les autres. Du fait de l'Internet, je peux être maintenant avec les autres sans qu'on soit ici au même endroit. Hein. On peut dialoguer. Déjà, le téléphone, c'était ça. Hein. Et du coup, comment on fait pour être en relation les uns avec les autres si on n'est pas en coprésence physique? Eh bien, ça passe par la médiation de l'image, beaucoup. C'est-à-dire qu'on est un peu amusé par les jeunes filles qui changent tous les 3 jours leurs photos de profil Facebook en se mettant dans des poses diverses, etc. Mais finalement, pourquoi elles font ça?
c'est pas, on a l'impression d'une sorte d'hyper-narcissisme, en fait. Mais je ne crois pas que ce soit si simple. Quand on est dans Facebook, par exemple, on est en relation par cette interface, on est en relation, son image rentre en relation avec d'autres images. C'est-à-dire qu'on voit les images de ses interlocuteurs, les photos de profil, et on a notre propre photo de profil. Donc finalement, on est en relation les uns avec les autres par l'image interposée. Donc en fait, l'image, ça devient comme un habit. C'est-à-dire comment je m'habille ce matin, comment je décide de m'habiller, ben, ça va opérer ma relation aux autres finalement dans ma journée. Et bien comment je me prends en photo, comment je me mets en scène, c'est la même chose, ça va opérer un mode relationnel avec les autres. C'est pas forcément une frénésie narcissique. C'est comme ça, c'est nos façons d'être les uns avec les autres différentes. Alors après, on peut être plus ou moins là-dedans. C'est vrai que moi, par exemple, Facebook, c'est pas trop mon truc, j'y passe pas beaucoup de temps, mais parce que je me suis constitué aussi, entre guillemets, mon réseau social dans l'ici et maintenant. Mais quelqu'un qui se constitue son réseau social, qui se constitue sa communauté avec des gens qui sont loin de lui, eh bien c'est super qu'ils soient en communauté, c'est pas un problème en soi, si vous voulez, simplement c'est d'autres façons d'être ensemble. De même que, je veux dire, l'apparition du train et puis du moteur à explosion a singulièrement changé les relations humaines. Tout à coup, je pouvais rencontrer l'âme sœur à l'autre bout de la France, c'était pas un problème. Alors qu'avant, à part si j'étais très très riche et que je pouvais me payer une calèche quand je voulais, c'était compliqué, j'allais chercher moins loin, vous voyez. Donc il n'y a pas forcément à juger ça, même si on a un peu du mal à le comprendre. Alors, voilà un petit peu pour, on va dire, un tableau des pratiques rapides de l'image aujourd'hui. Alors vous allez me dire, oui, mais tout ça, quel rapport ça a avec le cinéma? Et justement, c'est un petit peu de nos pratiques dont je voudrais vous parler. Qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça? Parce que c'est facile à dire. Ce que je veux juste dire, c'est que moi le premier, hein, parfois, on peut avoir un petit peu des jugements et des a priori, en fait, un peu à l'emporte-pièce sur les pratiques. Mais je crois que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se joue dans ces pratiques, en fait, hein, qui sans doute nous échappent un petit peu. Alors maintenant, par rapport à la... Oui, alors si, un dernier truc que je voudrais vous dire, c'est que tout ça, je parlais des multinationales américaines, il y a quand même un espace économique de tout ça. Quand je disais que les amateurs et les professionnels, les contenus amateurs n'avaient pas de valeur et les contenus professionnels avaient de la valeur, aujourd'hui, quand vous allez sur YouTube, voir une vidéo, qu'elle soit amateur ou professionnelle, il y a une publicité à côté. Il y a une publicité avant, souvent. Il y a une publicité dessus, il y a des publicités partout. D'ailleurs, peut-être je pourrais vous montrer un film. Vous connaissez un film qui s'appelle Charlie Bit My Finger? Vous connaissez ce film-là? Bon, allez, je vais vous le montrer. C'est un film de 50 secondes. Vous allez peut-être vous demander pourquoi je vous montre ce genre de choses dans le domaine de l'éducation à l'image, parce que franchement, enfin, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je vous montre ça. Charlie. Charlie bit me. Ah. Ah. Oh. Ouch. Ouch. Ouch, Charlie. Ow. Charlie, that really hurt. No, Charlie bit me. And that really hurt, Charlie, and it's still hurting. C'est rare, hein, des vidéos qui ont autant de visionnage. C'est un peu l'exception qui confirme la règle. YouTube vend son espace publicitaire, bien sûr. Hein. Il faut payer pour pouvoir avoir ses publicités autour. Et en gros, le chiffre d'affaires, ce qu'on appelle le CPM, le coût pour 1000, quand une vidéo est vue 1000 fois, ça rapporte à peu près, en moyenne, $10 à YouTube.
Donc ils ont gagné combien là avec cette vidéo? Il y a des mathématiciens dans la salle? Combien? 10 $ par 1000, oui. Ça fait combien du coup? Ah, vous n'êtes pas trop mathématicien en fait, hein. Ça fait 8 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle une vidéo virale, c'est-à-dire que les gens vont, tiens, c'est trop sympa, tiens, je t'envoie un lien, etc. Et c'est ça qui a fait les visionnages. Mais n'empêche que ce film amateur, par la qualité de son contenu, si les gens l'ont partagé, c'est parce qu'ils ont aimé ce film, a généré 8 millions de dollars de chiffre d'affaires. Il n'y a pas beaucoup de films professionnels, oui. Oui, je dis aussi, mais ça a généré aussi un peu d'argent aux personnes qui n'ont pas eu. YouTube rétribué, alors c'est pas pour rien, c'est 0,01 par vue, mais. Alors, en effet, au début, ils n'avaient pas le partage de recettes, hein, ils l'ont mis en route au bout d'un certain nombre d'années. C'est vrai que quand on poste, c'est-à-dire que l'auteur de la vidéo, il touche en moyenne aussi 1 $ les 1000 vues. Donc, le papa, il a touché 800 000 $, c'est pas mal. Mais, si vous voulez, quand je disais c'est l'exception, alors il y a une chose importante, c'est que je voudrais dire par là, c'est que en fait, donc comme je disais, des vidéos, il y en a 300 heures de plus chaque minute. Le coût de stockage des vidéos, on va dire, ouais, ça leur coûte très cher. C'est un peu plus compliqué que ça. En vertu de quelque chose, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui s'appelle la loi de Moore, ça leur coûte en fait de moins en moins cher de stocker chaque vidéo. C'est-à-dire que pour eux, économiquement parlant, qu'une vidéo soit vue 1000 fois, ou que 100 vidéos soient vues chacune 10 fois, le coût est très proche, en fait. Hein. Et une vidéo vue 800 millions de fois, c'est vraiment, ça n'existe pas. Enfin, il y en a une, quoi. Enfin, il y en a quelques-unes. Mais pour eux, c'est pas un problème. Leur but, c'est que les gens partagent au maximum des vidéos. C'est-à-dire, plus les gens vont envoyer des vidéos, et même si chaque vidéo est vue 10 fois par les 10 personnes que ça concerne, la masse globale va faire un chiffre d'affaires très important. Donc, en effet, sur cette vidéo, là, le papa, il a gagné de l'argent, mais c'est totalement exceptionnel. C'est-à-dire que même si j'ai une vidéo qui est vue 1000 fois, c'est énorme déjà, 1000 personnes qui voient ma vidéo, ben, je vais toucher 1 $. En fait, je ne les touche pas parce que c'est à partir de 10 $ qu'ils commencent à me reverser sur mon compte. Donc, si vous voulez, on est complètement pour l'utilisateur dans des choses tout à fait symboliques en termes financiers. Mais par contre, pour la plateforme, c'est loin d'être symbolique. Et on sait tous qu'il y a aussi que YouTube est utilisé par les professionnels aussi. TV5 Monde, avec qui je travaille régulièrement pour de la formation, ils mettent leurs trucs sur YouTube, etc. Du coup, ce qui est très surprenant, c'est que finalement, eh bien, ce qui différenciait amateurs et professionnels, qui était la valeur du contenu, eh bien, dans ces plateformes, les contenus amateurs n'ont pas moins de valeur que les contenus professionnels. Donc il y a vraiment un changement du paradigme, et l'économie, si vous voulez, de l'image n'est plus l'économie des contenus professionnels qui ont la valeur. L'économie de l'image, c'est l'économie de la circulation des images, de toutes les images, amateurs et professionnelles, qui sont aujourd'hui toutes sur le même plan dans leur dimension économique. Bien sûr, ça n'a rien à voir, ce film, et puis un film dont on va écrire le scénario, auquel on va penser, etc. Bien sûr, ça n'a rien à voir, parce que ça n'apporte pas du tout la même chose en termes de construction, etc. Bien entendu. Mais par contre, dans le système économique, tout ça est sur le même plan. Et du coup, voilà le contexte, et je crois que c'est important de prendre conscience qu'en fait, à travers toutes ces pratiques sociales, en fait, socio-personnelles, de création, d'échange d'images, identitaires, etc., elles sont très bien, ces pratiques, mais on est aussi les agents d'une économie, hein, sans s'en rendre bien compte. Voilà. Et je crois que c'est important de le dire et de le transmettre aux jeunes. Ils le savent, hein, d'ailleurs, ces choses-là. Ils savent qu'il y a du partage de recettes, bien sûr. Enfin, qu'il y a des recettes et du partage de recettes. Mais du coup, c'est compliqué de distinguer, quoi. Et du coup, ce qu'on va proposer, nous, comme pratique culturelle, auquel on va donner a priori plus de valeur, si vous voulez, que la pratique quotidienne, c'est pas forcément bien compris. Parce que on prend tout autant de plaisir à voir ça
que avoir quelque chose de produit avec des acteurs, etc. Donc comment on fait la différence et comment on se positionne nous? Parce que si par exemple on dit, bon, venez les jeunes, on va faire des films avec téléphone portable, quelque part il y a quelque chose d'assez démagogique dans le truc, c'est-à-dire de dire, bah oui, ça va leur plaire parce qu'ils font ça au quotidien, mais en fait ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Ils le font déjà au quotidien finalement, de filmer leurs amis, de les diffuser sur YouTube, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut faire nous? À quel endroit on peut se situer, vous voyez, dans tout ça?